Dans ce récit, on va voir l'histoire de Helios. On était vendredi soir, aux alentours de 21 h. Helios, lui, jouait tranquillement aux jeux vidéo en ligne avec ses amis. À un moment donné, il a entendu un grand boom. Il avait son casque sur les oreilles, du coup il ne savait pas forcément d'où le son venait, mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a terrorisé. Il a été très surpris d'entendre ça. Après, Helios, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un passif. Là, il était tout seul chez lui, et 3 mois auparavant, des cambrioleurs s'étaient introduits dans sa maison, donc il commençait un petit peu à paniquer. Vous voyez, il était un peu en alerte, il se sentait pas forcément encore en sécurité chez lui après cet événement. Ce que Helios a fait, c'est baisser un peu le volume de son ordinateur pour essayer de capter le moindre bruit. Il essayait à fond de rationaliser la chose pour se rassurer. Il se disait que c'était peut-être quelque chose qui était tombé, mais pas quelque chose en tout cas de creepy en soi. Par exemple, il se dit « Ah bah c'est sûrement les voisins qui font quelque chose. Ils ont le droit, ils sont dans leur jardin, mais ils ont fait tomber un truc et ça a résonné chez moi. » Pendant un moment, sa maison reste silencieuse, il n'y a pas d'autre bruit, mais vous vous en doutez, ça va pas durer. Il entend un autre son, un son qui semble venir de l'extérieur de sa maison, comme si quelqu'un marchait au travers de ses buissons. Vous savez, les branches, les feuilles qui bougent, mais de manière un peu anormale. En fait, ça ressemblait pas au bruit que les buissons feraient si jamais il y avait par exemple du vent. Ça semblait un peu plus irrégulier, comme si quelqu'un les traversait. Là, Helios est assez hésitant, il se dit « Attends, est-ce que le son vient de mon jeu, ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre ?» Du coup, pour en avoir le cœur net, il décide de couper complètement le son de son jeu. Comme ça, s'il y a un son, il sait que ça ne viendra pas de là. Malheureusement pour lui, le son est toujours présent. Encore une fois, Helios essaye de rationaliser. Il se dit donc plutôt que c'est peut-être un animal, un chat par exemple, qui était sur son garage, qui a sauté du garage et qui a atterri dans les buissons. C'est possible, pourquoi pas. En plus de ça, Helios a un chat. Donc il se dit que c'est peut-être son chat d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il se rend compte vite que son chat est dans sa chambre avec lui. Alors d'où peut bien provenir ce bruit? Plus tard, ce petit bruit de bruissement s'arrête, au bout d'une demi-heure quand même. Et là, le chat se frotte aux jambes de Helios parce qu'il veut sortir faire un tour. Helios, lui, il déteste, comme je suppose beaucoup de monde, ouvrir les fenêtres, les portes la nuit quand il fait noir dehors, à cause d'une petite paranoïa en soi. Je pense qu'on est tous pas très rassurés si on vit dans une maison ou dans un endroit isolé, d'ouvrir les fenêtres alors qu'il fait nuit noire qu'on ne voit rien dehors. Mais peut-être que cette fois-ci, Helios avait raison d'être paranoïaque. Ce qu'il fait, c'est qu'il va à la porte d'entrée, il n'ouvre pas la porte en grand, mais vous savez, il y a une petite chaîne qui fait qu'il peut ouvrir la porte juste de quelques centimètres sans pour autant l'ouvrir en grand. Du coup, le chat sort et lui, il peut jeter un petit coup d'œil du coup dans l'écart entre la porte et le mur. Là, il ne voit rien. Il se dit que peut-être du coup tout ce qu'il a entendu n'était que son imagination. Mais peut-être pas. Il referme la porte et 5 minutes plus tard, il entend des bruits. De nouveau. Mais sauf que cette fois-ci, ce sont des bruits beaucoup plus paniquants que les bruits qu'il a entendus jusqu'à présent. Il entend le son de quelqu'un qui essaye clairement d'ouvrir sa porte d'entrée. Quelqu'un qui est en train d'utiliser la poignée de la porte. Il entend la poignée qui fait un certain bruit parce qu'elle est fermée. Donc en gros, la personne qui veut ouvrir la porte ne peut pas vraiment bien utiliser. Vous savez, ça fait un ch'touk, 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 la poignée est un peu comme bloquée. Et là, la personne qui essaye d'ouvrir la porte rigole. Il y avait une petite vitre qui était juste à côté de la porte d'entrée. Cette personne-là a commencé à la gratter, toujours avec un rire de maniaque. Pour Helios, il ne lui en faut pas plus. Il fonce vers son téléphone et il appelle la police pour qu'ils interviennent chez lui immédiatement. La police est venue et malheureusement, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ne savent pas dire qui serait responsable de tous ces bruits et en gros qui serait du coup cette personne qui cherchait à s'introduire chez Helios. La police a interrogé plusieurs voisins mais rien à déclarer de particulier. Ce genre d'événement, c'est arrivé encore 2 fois après à Helios. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'acheter, vous savez, des sortes de caméras. Des caméras qu'il peut mettre discrètement à côté de sa porte d'entrée pour justement essayer de voir qui est responsable de tous ces bruits. Il a installé les caméras et pour la 4e fois, à un moment donné, les bruits vont se reproduire. Et il va donc ensuite consulter les enregistrements de la caméra et il va pouvoir mettre enfin un visage sur la personne qui lui jouait du coup des petits tours comme ça, qui le paniquait. Et cette personne-là, c'était quelqu'un qu'il connaissait bien. C'était son ex. Son ex qui ne se remettait pas de sa rupture et pour se venger, s'amusait comme ça à faire peur à Helios. Son ex savait qu'il avait un peu des crises de panique à cause de son cambriolage et du coup, elle jouait avec ça. C'est fou, hein? Donc les amis, la morale de cette histoire, surveillez vos ex. Non, je rigole, mais on sait jamais. C'était une histoire sympa. Dans cette histoire, on va voir les témoignages assez particuliers de Elon. Elon travaille dans une entreprise et il était parti en congé et en revenant, on lui a dit qu'il fallait que chacun fasse attention aux autres collègues, qu'il fallait toujours attendre à un garde de la sécurité pour aller à l'extérieur des bâtiments. Du coup, il ne comprenait pas. Et il y a un de ses collègues qui va lui raconter quelque chose qui s'est passé pendant ses congés de totalement incroyable. En fait, un de ses collègues et amis était avec un autre collègue. Ils étaient
devant le bâtiment à la pause du déjeuner pour aller dans un restaurant pour prendre leur pause et déjeuner tranquillement. Et pendant qu'ils attendaient là d'autres collègues, un homme s'est présenté à eux. Il leur a tendu une enveloppe en leur disant qu'à l'intérieur il y avait des tickets, du coup gratuits, pour un festival où il y avait des concerts, plein de choses, enfin quelque chose normalement où tu devais payer pour avoir accès. Il y avait une sorte de poudre sur l'enveloppe et les deux collègues se sont dit que c'était de la drogue. C'était pas forcément anormal en soi de voir ce genre de choses par rapport à ceux qui côtoyaient ce festival. C'était un festival où il y avait pas mal de consommation de drogue qui est en soi de la poudre blanche. Vous avez compris je pense. Enfin du coup, rien de choquant pour les deux collègues. Pour nous ce serait choquant mais pour eux pas du tout. Le collègue qui a récupéré l'enveloppe, lui, se dit que ce sont des faux billets, des faux tickets, vous savez, des tickets un peu vendus à la sauvette mais qui sont totalement faux. Et du coup, lui, il se disait qu'il allait les jeter une fois qu'il serait revenu à son bureau. Les deux collègues vont dîner et après ils reviennent à leur bureau pour reprendre leur travail. Mais juste avant de reprendre le travail, le collègue qui n'avait pas pris l'enveloppe remarque quelque chose sur les mains de celui qui avait l'enveloppe. Il remarque que ses mains sont vraiment très rouges. Et celui qui avait touché l'enveloppe ressent des sensations de brûlure sur la peau mais aussi à l'intérieur de sa main. Il commençait à avoir des difficultés à respirer, il est donc allé à l'hôpital et tous ceux qui avaient été en contact avec cet homme, qui avait pu toucher sa main, lui dire bonjour, commençaient à avoir les mêmes symptômes. Des brûlures, une difficulté à respirer et fort heureusement, tout le monde s'en est sorti. Il y a eu à avoir une grosse décontamination de fait dans l'entreprise, mais personne n'a perdu la vie suite à cet événement. Mais du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que qu'est-ce qu'il y avait sur cette enveloppe? C'était quoi en fait l'objectif de l'homme en donnant cette enveloppe piégée en soi, clairement, parce que c'est le terme, hein, c'est une enveloppe piégée. Je sais pas quelle chose pourrait créer de tels effets sur le corps, mais il y avait clairement quelque chose disposé sur cette enveloppe qui était totalement nocif. Imaginons dans la rue, quelqu'un te donne un prospectus. Tu le touches, tu vois, normal, tu le prends, tu le mets dans ta poche pour le jeter après. Et en fait, il y avait un truc dessus, et ça te brûle, ça commence à te bloquer ta respiration, et peut-être qu'au bout d'un certain moment, tu pourrais en mourir. C'est quand même assez chaud. Je sais que c'est pas une histoire aussi glauque ou creepy, par exemple, que celle juste avant, mais je trouvais ça assez intéressant de vous la présenter, parce que ça montre la malsénité d'une personne, mais encore d'une manière différente. Et c'est ça que je voulais mettre en avant avec cette histoire. Dans cette histoire, on va voir le témoignage de Kitty. Kitty nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle était toute petite, elle avait 6 ans. C'était une enfant plutôt extravertie qui n'hésitait pas à être amie un peu avec tout le monde, qui adorait jouer même avec des enfants d'inconnus. Vraiment, c'est une petite fille très joyeuse et qui l'exprimait beaucoup. Sa mère était infirmière et son père était vendeur. Elle était fille unique et du coup, quand ses parents passaient du temps ensemble en amoureux, ils prenaient une babysitter pour elle. Il y avait pas mal d'enfants dans le voisinage qui pouvaient faire les babysitters, du coup, tout se passait en soi au mieux. Elle avait une babysitter préférée du nom de Vicky qui vivait à quelques pas de chez elle. Et vraiment, elle l'adorait. Il jouait à des jeux, il jouait à la coiffeuse, vraiment, c'était une sorte de grande sœur pour Kitty. Un jour, Kitty est allée dans un parc pour jouer avec un ami. Il y avait un bac à sable, il y avait plein de jeux pour enfants. Kitty voulait jouer dans le bac à sable, mais son ami lui voulait jouer à des sortes de barres sur lesquelles on pouvait se tirer et faire un petit parcours. Kitty décide de ne pas jouer aux sortes de barres avec son ami, elle décide d'aller au bac à sable parce qu'elle a vu qu'à côté du bac à sable, il y avait quelqu'un qu'elle connaissait bien, sa babysitter Vicky. Donc là, très contente, Kitty joue avec elle, elles s'amusent très bien toutes les deux, et à un moment donné, Vicky demande à Kitty si elle veut boire quelque chose. C'était une journée assez chaude, donc naturellement, Kitty a dit oui. Enfin naturellement, parce qu'elle avait soif quoi. Vicky a donc emmené Kitty chez elle. Sur le trajet, Vicky et Kitty discutaient entre elles. Vicky disait qu'elle avait des animaux chez elle et elle a demandé si Kitty voulait les voir. Kitty, qui adorait les animaux, a dit que oui. Et là, blackout. Elle ne se souvient plus de rien. Et la suite de l'histoire, c'est sa mère qui lui a raconté. On fait un bond dans le temps. Kitty a une sœur, et à un moment donné, la mère de Kitty racontait à sa sœur tous les endroits où ils avaient vécu. À un moment donné, elle a parlé de la ville où se passait le début de l'histoire que je viens de vous raconter, et Kitty est intervenue en disant qu'elle se souvenait très bien du bac à sable, de la zone de jeu, et là la mère va lui dire « Est-ce que tu te souviens que tu as été kidnappée ?» Étrange. Là, Kitty immédiatement se dit que sa mère plaisante, mais pas du tout. Voici donc ce qui s'est passé. Aux alentours de 17 h, un des amis de Kitty est allé la voir chez elle, il a toqué à sa porte pour demander si Kitty voulait venir jouer. Cet ami était persuadé que Kitty serait chez elle, sachant qu'elle n'était plus au bac à sable. En gros, l'ami dit Kitty elle est plus au bac à sable, elle est plus dans le parc. Du coup la mère se dit bah tiens peut-être qu'elle est rentrée, je l'ai pas vue. Elle check la maison, et elle est pas là. La mère, qui était enceinte de la sœur, court vers le parc en criant le nom de Kitty pour la retrouver. Elle demande à tous les enfants si quelqu'un a vu Kitty, mais personne ne l'a vue. Sauf une personne, un jeune garçon qui dit qu'elle l'a vu parler avec une jeune fille. La mère fonce chez un voisin et demande si elle peut utiliser leur téléphone pour appeler la police. En attendant que la police arrive, le père de Kitty, des voisins et la mère de Kitty commencent à rechercher Kitty dans tout le quartier. Tout le monde frappe aux portes, ils crient son nom, la police arrive, ils vont
au parc, là où Kitty a été vue pour la dernière fois, ils interrogent les personnes. Voilà, il y a une grosse recherche qui est mise en place. Enfin, tout le monde arrive chez Vicky, celle qui avait emmené Kitty. La police demande s'ils peuvent inspecter la maison. Vicky dit que oui. Et dans la cave, ils mettent la main sur Kitty. Ça, c'est la version courte. Mais qu'est-ce qui s'est passé en soi entre le moment où Kitty a disparu et le moment où elle a été retrouvée? Kitty est arrivée chez Vicky, elle lui a servi un verre d'eau et elle entendait là-bas des chiens qui aboyaient. Il y avait un escalier qui descendait et les aboiements venaient du bas de cet escalier. Vicky voulait emmener Kitty en bas des escaliers, mais Kitty, elle n'avait pas envie, elle avait peur. La babysitter a voulu la rassurer tout en l'emmenant en bas. Les chiens aboyaient de plus en plus fort et ça a paniqué énormément la jeune Kitty. Et là, Vicky, elle pète un câble. Elle dit, maintenant tu te la fermes, tu descends ou je t'enferme avec les chiens et ils vont te manger. Là, Kitty se tait, mais elle est apeurée. Vicky rechange d'attitude, elle ne se met plus en position où elle agresse un peu Kitty, elle essaie maintenant de la calmer, vous voyez, elle jongle un peu entre ces deux états d'esprit. D'un côté, elle la fâche, de l'autre côté, elle la rassure, c'est assez bizarre. Elle lui dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va jouer à cache-cache. Elles sont toutes les deux en bas, et là, quelqu'un toque à la porte de la maison de Vicky. Vicky dit que ce sont ses amis à elle qui viennent pour jouer à cache-cache avec eux. Du coup, elle dit, toi, cache-toi. Elle met Kitty dans une sorte de boîte en bois, elle lui met des draps dessus et elle l'enferme. Kitty, elle, se souvient que d'une chose, elle se souvient avoir entendu Vicky remonter les escaliers, ouvrir la porte et quelques secondes plus tard, entendre des adultes crier son nom. Après ça, elle a été trouvée dans la cave, vous le savez. Ses parents l'ont emmenée à l'hôpital pour voir si elle n'avait rien. Et non, elle n'avait rien. La Vicky a été arrêtée par la police, elle a été interrogée parce que elle était plus âgée, elle devait avoir 16-18 ans, elle était quand même un peu plus vieille. La police l'a interrogée et lui ont demandé clairement quelles étaient ses intentions vis-à-vis de Kitty. Et en gros, elle voulait kidnapper Kitty, donc ce qu'elle a fait en soi au parc, pour la donner à manger à ses chiens. Et c'est pas forcément qu'elle voulait juste assassiner quelqu'un pour assassiner quelqu'un, c'était juste en fait pour tester, voir un peu ce que ça faisait. Elle était totalement folle. Et naturellement, Kitty a été mise en prison. Alors je sais pas si c'est une prison à cet âge-là ou une maison de redressement, enfin en tout cas, elle n'a pas été laissée en liberté. Après, Kitty et ses parents, ils étaient assez choqués parce qu'il n'y avait jamais eu d'histoire vis-à-vis de la babysitter Vicky. Elle avait déjà fait du babysitting pour d'autres enfants et il n'y avait rien à déclarer de mauvais vis-à-vis d'elle. Donc en fait, elle a eu un changement de comportement un peu comme ça, tu sais pas trop pourquoi. Et ce que je trouve vraiment fou avec cette histoire ici, c'est que Kitty, celle qui a vécu cette histoire, elle a éliminé de sa mémoire toute la partie qui l'a traumatisée, parce que jusqu'au moment du bac à sable, elle passait un bon moment, elle l'a en tête, mais après, blackout, et ça je trouve ça vraiment impressionnant, comment notre cerveau a cette faculté de masquer des souvenirs, parce que les souvenirs en soi, on les oublie pas, on les a en nous, c'est juste que notre cerveau il les refoule pour nous protéger un petit peu. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Daisy. Daisy était une jeune fille de 12 ans au moment des faits. Elle vit dans une petite ville totalement classique, c'est pas une grande ville des États-Unis, mais c'est une petite ville où on trouve un peu tout type de commerce. C'est vraiment rien à déclarer jusque-là, il ne s'est rien passé de majeur dans cette ville, aucun incident, pas de criminel particulier ou quoi que ce soit, mais il y a bien une rencontre qui a traumatisé Daisy dans sa jeunesse. Daisy, sa mère et son petit frère étaient en voiture sur une allée très peu fréquentée. En fait, il y avait une allée principale qui était très fréquentée, il y avait souvent des bouchons, où il y avait des magasins aux alentours de cette allée, et du coup la mère de Daisy prenait des rues moins fréquentées, nettement moins fréquentées, où il n'y avait vraiment pas de voiture, mais très peu de lumière, ou si de nuit toute seule tu te retrouvais là, t'étais pas très rassuré. Mais au moins, t'avais aucun bouchon, tu pouvais conduire tranquillement. On avait donc la mère de Daisy au volant, Daisy était sur le siège passager à l'avant et le petit frère lui était sur la banquette arrière. Et ce petit frère avait à ce moment-là aux alentours de 9 ans. Il faut savoir que la mère de Daisy est quelqu'un d'un naturel très gentil. Néanmoins, si elle voit quelqu'un qui est tombé en panne au bord de la route, elle ne va pas forcément s'arrêter à côté pour savoir si tout va bien. Ou encore, elle ne va pas forcément prendre quelqu'un qui fait de l'autostop, surtout quand ses enfants sont dans la voiture, au cas où qu'il y ait le moindre danger. Par contre, justement, étant assez gentille, elle va quand même appeler la police pour prévenir qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une voiture en panne ou quelqu'un qui fait l'autostop pour être sûr que cette personne puisse recevoir de l'aide. Il était aux alentours de 21 h sur la route quand, à un moment donné, Daisy a remarqué quelqu'un arrêté sur le bas-côté de la route. De son emplacement dans la voiture, elle voit quelqu'un qui a une capuche.
La mère de Daisy remarque également qu'il y a quelqu'un sur le bas-côté de la route. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ralentit un petit peu pour ne pas effrayer cette personne qui peut-être répare sa voiture, sachant qu'il y avait très peu de trafic du coup, pour assurer vraiment une sécurité maximale. L'homme était devant sa voiture, le capot ouvert, et quand la voiture de Daisy approche très près de la sienne, l'homme se décale, sort de là où il était et commence à faire un signe de main comme s'il demandait à ce que la voiture ralentisse. Daisy ne se souvient pas forcément de tous les détails parce qu'il faisait nuit, du coup c'était assez sombre dans cette ruelle très peu éclairée, donc elle ne voyait pas forcément très bien cet homme et en plus de ça, elle ne prêtait pas forcément beaucoup d'attention à ce qu'il se passait à ce moment-là. Pour elle, il n'y avait absolument rien d'anormal. Daisy se sentait un peu mal à l'aise parce qu'elle se disait que cet homme avait peut-être besoin d'aide, elle se disait c'est dommage, on s'arrête pas pour l'aider. L'homme est maintenant au milieu de la route, continuant de demander à la voiture de s'arrêter. La mère de Daisy fait un petit écart, elle tourne un petit peu mais en toute sécurité pour éviter l'homme, elle n'allait pas l'écraser, hein, c'est normal. Et pendant qu'ils font cette petite manœuvre, ils regardent tous justement dans la voiture sur le bas-côté. Et ils se rendent compte que l'homme était tout seul. L'homme au milieu de la route est maintenant dépassé. Et il faut savoir que la voiture allait vraiment très lentement à ce moment-là. Pour vous dire, on pouvait facilement la rattraper en courant. La mère de Daisy demande à son fils de prendre son téléphone dans son sac pour appeler de l'aide évidemment. Daisy jette un coup d'œil à sa mère pendant qu'elle regarde dans le rétroviseur. Et là, Daisy nous dit que le visage de sa mère a drastiquement changé. Elle était plutôt sereine et son visage s'est transformé en un visage de panique. Ses yeux étaient grands ouverts comme si elle était très surprise, mais surprise négativement. Concrètement, elle avait peur. Là, Daisy sent que la voiture accélère d'un coup parce que la mère de Daisy a vraiment mis le pied au plancher pour repartir vraiment très vite de là où ils étaient, ce qui est quelque chose quand même de très inhabituel pour la mère de Daisy. Normalement, elle aurait repris une allure progressivement. En plus de ça, elle a toujours respecté les limitations de vitesse, donc Daisy se dit mais que se passe-t-il? Mais ce qui est sûr, c'est que Daisy comprend que quelque chose ne va pas du tout. Avec une voix paniquée, la mère de Daisy demande à son fils « Où est mon téléphone ?» Et là, Daisy, qui ne comprend pas du tout, crie « Que se passe-t-il ?» Tout le chaos qui commence à s'installer dans la voiture effraie le jeune garçon sur la banquette arrière et il commence à pleurer. C'est normal, c'était encore un petit bout de chou, il comprenait pas du tout ce qui se passait. La mère de Daisy a les yeux fixés sur la route et de temps en temps elle regarde dans son rétroviseur. Et elle dit « Il nous suit ». À ce moment-là, Daisy ne comprend pas de quoi sa mère parle. Peut-être que vous avez déjà compris ce qu'il se tramait. En tout cas, ce qui est sûr dans la tête de Daisy, c'est que la situation dans laquelle la famille se trouve est très mauvaise. La mère arrive à retourner sur l'allée principale, l'allée où normalement il y a beaucoup de trafic, mais là, fort heureusement pour eux, il n'y a personne. Daisy, dans la voiture, qui essaie de comprendre ce qui se passe quand même si elle sait que c'est quelque chose de mauvais, elle essaie de comprendre pour pouvoir ensuite réagir. Elle regarde donc dans la fenêtre arrière et elle voit qu'il y a une voiture qui essaie tant bien que mal de les suivre. Daisy demande à sa mère où vont-ils et la mère répond qu'elle essaie de se rendre à la station de police. Effectivement, dans ce genre de situation, où pourrait-on être encore plus en sécurité que dans un commissariat? Il commence à arriver au commissariat, la mère de Daisy a donné des instructions très précises à sa fille au moment où la voiture s'arrêterait. Daisy doit sortir de la voiture dès que la voiture s'est arrêtée, attraper le bras de son petit frère sur le siège arrière parce qu'en fait il était vraiment placé derrière elle, pendant que la mère elle sortait également de son côté, qu'elle faisait le tour de la voiture pour les rejoindre. Et ensuite ils iraient dans le commissariat. Pourquoi avoir ce plan d'action très étrange? Parce que la voiture les suivait encore à ce moment-là. On est donc devant le commissariat, il y a le parking, la mère de Daisy se gare très mal, mais on s'en fout. La voiture s'arrête et là le plan d'action est mis en place. La voiture qui les suivait est toujours là en train d'arriver. Daisy sort, elle ouvre la porte à son petit frère, elle lui attrape le bras, la mère les rejoint. Tout se passe au mieux pour le moment. Tout se passe comme prévu. Ils arrivent à se rendre en toute sécurité et rapidement dans le commissariat pour parler à un agent de police. Et c'est à ce moment-là, quand la mère va décrire la situation qu'ils ont vécue, que Daisy va tout comprendre. Revenons un petit peu en arrière, quand ils étaient justement face à cet individu étrange au milieu de la route. La mère de Daisy l'a donc évité très lentement, l'homme les a suivis du regard et une fois que la voiture avait dépassé l'homme, l'homme s'était retourné et a commencé à sprinter en direction de la voiture. Comme je vous l'avais dit, la voiture étant à très basse allure, on pouvait la rattraper en courant et l'homme était justement en train de se rapprocher de plus en plus. C'est là que la mère a mis un grand coup d'accélérateur et là l'homme a arrêté de suivre la voiture, il s'est précipité vers la voiture sur le bas-côté, a fermé le capot et a vite démarré sa voiture pour les suivre. Et ensuite on a eu cette fameuse course-poursuite. La mère de Daisy a tout de suite senti que cet homme n'avait pas de bonnes intentions quand il a commencé à courir après la voiture. La mère de Daisy a quand même continuellement analysé la situation pour protéger sa famille. Elle dit que une fois que la voiture est allée dans le parking du commissariat, la voiture qui les suivait, elle, a arrêté de les suivre. Elle s'est donc dit qu'elle allait quand même rester au commissariat pour dire ce qui s'était passé, au cas où,
que cet individu les attendait à l'extérieur. Elle a donné toutes les informations qu'elle pouvait, un petit descriptif de la voiture, descriptif de l'homme, mais néanmoins, vu que tout s'est passé très rapidement, elle n'a pas pu communiquer la plaque d'immatriculation. Elle n'a pas pu la voir. La police a fait un petit tour des environs pour voir si la voiture n'était pas encore là à attendre, et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Après cette vérification, la petite famille est partie, ils sont rentrés chez eux, assez traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, et depuis, ils n'ont jamais plus entendu parler de cet homme qu'ils avaient croisé, supposant donc que la police n'avait pas réussi à le retrouver. Les amis, l'histoire s'arrête ici. C'est fou de te dire, là, qu'il y a un mec qui a fait semblant que sa voiture était en panne pour justement que des personnes dans cette ruelle sombre s'arrêtent, et ensuite, on ne sait pas quel sort il avait prévu aux personnes qui allaient s'arrêter. Est-ce qu'il allait les agresser, les voler, les enlever, ou peut-être même pire, les assassiner? Ça reste un véritable mystère. On n'en sait rien du tout, et en tout cas, il vaut mieux ne pas y penser parce qu'il y a honnêtement de quoi se provoquer de sacrées sueurs froides. En tout cas, très heureux que Daisy s'en soit sortie, la mère de Daisy a totalement géré la situation là. Elle a paniqué, certes, mais raisonnablement. Elle a quand même su garder son sang-froid, certes elle était apeurée, ça c'est normal, mais elle a su garder son sang-froid et s'est dit direct, je vais dans un commissariat, comme ça je suis sûr d'être en sécurité et si le mec nous suit, boum, il sera arrêté direct. Situation traumatisante certes, mais histoire qui finit plutôt bien pour Daisy et sa famille, bien que cet homme court toujours. Est-ce qu'il a réussi à faire cette supercherie malsaine à d'autres? Ça on n'en sait rien. Les amis, dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Tom qui a vécu une histoire très traumatisante chez lui. Je vous dis très clairement, cette histoire elle est horrible. Tom nous dit qu'il était tranquillement chez lui avec sa petite amie, dans sa maison, rien d'anormal. C'était une soirée normale. Il était rentré chez lui après le travail, il avait enlevé ses chaussures, il s'était mis à l'aise, il avait mangé avec sa petite amie, il s'était maté un film tranquille, il a promené son chien, et ensuite, étant assez fatigué, ils se sont couchés, tout naturellement en fait. Une soirée vraiment très classique, vraiment la belle vie tranquille. Tom était en train de dormir tranquillement quand il a été réveillé à 4 h du matin. Il a entendu à l'extérieur un gros bang, comme si quelque chose de très lourd tombait par terre. Il ne savait pas d'où le bruit venait, en même temps c'est ce qui l'a réveillé, donc dans un premier temps tu sais pas forcément d'où ça vient, c'est juste un sursaut que ça te provoque et ça te réveille. Mais il est sûr que c'était pas dans son rêve, c'était pas son imagination, il est sûr d'avoir entendu quelque chose. En plus de ça, sa petite amie l'a entendu aussi, donc là il y a vraiment plus de doute. Et là, un second bruit sourd va se faire entendre. Un gros bang, encore une fois, comme si quelque chose avait tapé sur leur clôture. Mais vraiment très fort. Tom se dit dans un premier temps que c'est peut-être un animal sauvage, un renard, quelque chose comme ça, qui a voulu sauter par-dessus la clôture et qui s'est tapé. Mais il décide quand même d'en avoir le cœur net. Il s'habille, il met des bottes pour sortir de sa chambre et voir ce qui se passe. Il sort donc de sa chambre et là il se rend compte qu'il y a un courant d'air assez frais, un peu inexplicable, qui le met un peu mal à l'aise. Il se dit que ça peut pas être forcément la température habituelle parce qu'on était à la fin du mois de mars et du coup il ne faisait pas froid comme ça. C'était vraiment la sensation qu'on a quand on a un courant d'air chez soi. Vous savez, on a une température ambiante et le courant d'air fait que ça nous rafraîchit un petit peu. Il se rend compte qu'il fait nettement plus frais dans le couloir que dans la chambre. Et ça justement, ça fait que Tom se pose des questions. Il se pose vraiment la question de savoir d'où ça vient. Il trouve ça vraiment très étrange. Il descend donc les escaliers et là immédiatement il voit la porte arrière qui est grande ouverte. Tom se dit, mais c'est bizarre, je suis sûr d'avoir fermé cette porte avant de monter les escaliers pour aller me coucher. Mais peut-être que c'est pas impossible que je me méprends et que je l'avais pas fermée. Par cette porte, Tom se rend dehors, il jette un coup d'œil et il ne voit rien d'anormal. Tom rentre à l'intérieur, il fait un peu le tour de la maison avec un couteau dans la main, on sait jamais. Mais encore une fois, il ne voit rien du tout, rien qui pourrait expliquer le fameux bruit qu'il a entendu. Il commence donc à se dire que c'était rien du tout, juste comme il pensait de base, un animal sauvage. Il a donc fermé la porte arrière, s'est assuré que cette fois-ci elle était bien fermée à clé. Le chien de Tom est tranquillement couché dans son panier qui se trouve dans la cuisine, il lui donne quelques friandises et il se sert un verre d'eau pour se détendre un petit peu et ensuite il décide de retourner se coucher. Tom redort tranquillement quand il est de nouveau réveillé, mais cette fois-ci pas par un gros bruit sourd comme il a été réveillé la première fois, mais par les aboiements de son chien qui viennent du coup de la cuisine. Il entend son chien qui aboie, qui grogne, qui hurle. Et ça, forcément, ça met des frissons à Tom en entendant ça. Du coup, Tom, encore en pyjama, décide de foncer en bas des escaliers. Tom fonce dans la cuisine, et là, il y a un spectacle qui l'horrifie, mais qui va également l'enrager. Il voit un homme couché sur son chien,
qui est en train de l'étrangler. Tom se souvient avoir crié « C'est quoi ce bordel ?» foncé sur cet homme aussi rapidement qu'il a pu. Et Tom a été si rapide que l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Tom a attrapé l'homme par les cheveux, il l'a retiré de son chien et lui a frappé la tête contre le réfrigérateur. Après cela, il l'a jeté contre le sol et il a crié à sa copine d'appeler la police. Pendant que l'homme essayait de se relever, le chien s'est placé derrière Tom, totalement paniqué. Tom a pu se rapprocher un peu de l'homme pour voir à quoi il ressemblait. Il avait les cheveux gras, assez longs, un t-shirt noir troué, un pantalon troué sans chaussures, et cet homme sentait également très fortement l'urine. L'homme s'est relevé, il était assez grand, mais il était vraiment très mince, vraiment très squelettique. Tom se souvient qu'en ayant frappé son visage contre le frigo, il a entendu une sorte de craquement et en fait c'est que l'homme était tellement squelettique que c'est sûrement son crâne qui avait craqué. L'homme avait des mouvements vraiment pas naturels du tout. De ce que Tom avait l'air de voir, cet homme avait des dents qui manquaient, les dents jaunes, vraiment même des dents cassées. C'était vraiment un spectacle horrible. Cet homme ne semblait limite pas humain, selon les dires de Tom. Mais c'était effectivement un être humain qui était là. Sûrement un sans-abri qui s'était introduit dans la maison. Tom allait frapper de nouveau l'homme qui s'était introduit chez lui, mais l'homme a fait quelque chose qui a surpris Tom, qui l'a pris vraiment au dépourvu. L'homme a commencé à crier, mais avec un cri très strident. Vraiment un cri qui ne semblait pas naturel du tout. L'homme, tout en criant, est ensuite parti en courant de la cuisine et Tom a décidé de le pourchasser parce que la première chose qu'il s'est dit c'est « Et si ce mec-là maintenant allait agresser ma petite amie ?» Tom lui court donc après, mais il se rend compte qu'en fait l'homme se dirige vers la porte d'entrée, il l'ouvre vraiment très fort, limite il l'arrache et ensuite il continue de partir dans la rue en hurlant. La police est donc ensuite venue sur les lieux. Tom en a fait la meilleure description pour que cet homme puisse être retrouvé. Ils ont fait des portraits robots, mais de ce qu'il en sait aujourd'hui, cet homme n'a toujours pas été retrouvé, il est toujours en liberté à l'extérieur. Bien sûr, le lendemain, Tom a emmené son chien chez le vétérinaire pour s'assurer que rien dans son cou n'avait été endommagé, qu'il était en bonne santé et effectivement, son chien, à part la peur sur le moment, n'a eu aucune séquelle. Et fort heureusement. Aujourd'hui, Tom nous dit que maintenant, le soir, quand il entend des bruits à l'extérieur de sa chambre, il panique totalement que ce soit de nouveau quelqu'un qui s'introduise chez lui. Les amis, ce témoignage s'arrête ici. Franchement, il est fou. Tom, c'est un héros. Pour moi, c'est un héros. C'est vraiment le meilleur parce que il a tenu tête à cet homme, alors que je pense que beaucoup d'autres se seraient totalement liquéfiés sur place, ils auraient été tétanisés. Après, un détail aussi qui est assez important je pense, et j'ai pas vu beaucoup d'histoires comme ça pour vraiment dire ça c'est comme ça, mais ça m'a fait un peu réfléchir cette histoire et de me dire mais si t'as un intrus chez toi, mais juste chez toi, tu vois, tu ouvres tu es dans ton lit, tu sors de ta chambre, tu vois qu'il y a un cambrioleur. Tu vas te pisser dessus littéralement. Mais si tu vois le mec qui est en train de s'attaquer à ton animal de compagnie, tu vois, moi je pense à mon chat par exemple, je me dis si le mec, genre j'entends du bruit, je descends et le mec il est en train d'essayer de frapper mon chat. Je pense que c'est pas l'horreur ou la panique qui prend le dessus parce que certes tu seras paniqué, mais je pense que la peur pour ton animal de compagnie, que t'aimes normalement, prend le dessus, du coup tu rentres dans une sorte de rage, t'as vraiment une poussée d'adrénaline je pense qui te permet justement d'affronter cet homme, comme Tom l'a fait. Je sais pas, je me pose la question de savoir dans ce genre de circonstances là, je pense, comme je vous l'ai dit, que si je vois un cambrioleur chez moi comme ça, j'aurais peur, je me dis pas que la première chose que je ferais c'est l'attaquer, alors que s'il s'en prend à mon animal de compagnie, là je pense que du coup j'aurai la rage et que le mec, je le défonce. Dites-moi vous en commentaire un peu comment vous pensez réagir dans ce genre de situation. Là ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéresse parce que je me dis il y a quand même deux états d'esprit différents quand on s'en prend justement à quelqu'un que t'aimes. Tu vois, dans ce genre de circonstances, toi tes actions peuvent être totalement différentes. Bon. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Hugo. Hugo avait 11 ans au moment des faits et il était seul à la maison avec son petit frère de 7 ans. Il était 21 h, il faisait sombre, il pleuvait des cordes et chacun des deux frères était en train de lire tranquillement dans leur chambre. Leur chambre se trouvait à côté de la porte d'entrée et les deux jeunes ont entendu quelqu'un qui a sonné à la porte. Rapidement après la sonnette, quelqu'un a toqué à la porte. La personne était visiblement pressée qu'on lui ouvre la porte. Dans un premier temps, Hugo se dit que ses parents sont rentrés. Normal, ça semble logique. Mais il se dit que c'est étrange qu'ils n'utilisent pas le garage pour entrer dans la maison parce qu'ils étaient en voiture. Ils avaient également leurs clés donc ils auraient pu rentrer tranquillement. Hugo se dirige donc vers la porte d'entrée, il regarde par la fenêtre et il voit qu'il n'y a pas leur voiture. Il ne voit rien à part de la pluie. En approchant de la porte, il entend une voix d'homme qui n'est pas la voix de son père. C'est pas très rassurant quand t'es petit. Qui dit « Est-ce que vous voulez des cookies ? On vend des cookies de ma fille qui est scout. » Je sais pas s'il y a ça en France, mais en tout cas aux États-Unis, je sais que ça se fait généralement des enfants qui viennent toquer aux portes pour vendre des cookies pour des associations, pour les scouts. Du coup, Hugo se dit, c'est étrange, pourquoi quelqu'un viendrait vendre des cookies alors qu'il pleut des cordes? Et en plus à 21 h, ça n'a pas de sens. Il ne dit rien et du coup, il regarde
au travers du Judas, le petit trou sur la porte. Il a un choc au cœur en voyant ce qu'il y a derrière la porte. Il voit un homme, mais pas la petite fille. Un homme assez imposant d'une cinquantaine d'années. Il ne voit pas non plus de boîte de cookies. Et là, Hugo nous dit qu'il se souvient avoir eu une sensation très étrange où il s'est dit immédiatement attends, est-ce que j'ai fermé toutes les portes de la maison? Du coup, en courant, il est allé vérifier que tout était bien fermé. Et il revient, et il se dit qu'il a fait quand même pas mal de bruit. Du coup, le mec qui est derrière la porte, il a dû entendre quelque chose. La seule chose qui séparait Hugo, son frère, et le monstre, c'était la porte d'entrée, avec ses deux verrous. L'homme continue de parler, il dit « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de cookies? Ils sont pourtant faits maison, ils sont bons. » Et pendant qu'il dit tout ça, Hugo lui se dit « Attends, est-ce que j'appellerai pas la police par hasard ?» Et là, Hugo va penser encore à autre chose, il va se dire « Attends, mon frère n'a pas fermé son volet et il a la lumière allumée. Donc, sachant que la porte est juste à côté de la chambre, il peut voir facilement à l'intérieur de la maison. Et en plus de ça, il peut facilement voir ce que fait son frère. Il entend des bruits de pas de l'autre côté de la porte et il comprend qu'en fait l'homme se dirige vers là où est son frère. En courant, il se dirige vers la chambre de son frère et il voit effectivement l'homme qui regarde à l'intérieur de la maison, plus précisément à l'intérieur de la chambre par la fenêtre. Hugo, il n'a que des bons réflexes, il éteint la lumière de la chambre de son frère et il va vite fermer le volet. Et là, pendant quelques instants, il se retrouve vraiment face à face avec l'homme. Une fois qu'il a fermé le volet, il a couru encore une fois dans toute la maison pour fermer tous les volets. Hugo dit à son frère de se cacher dans une des armoires. Il fait passer ça pour un jeu parce qu'il ne veut surtout pas l'apeurer en lui disant ce qu'il se passe vraiment. Pour quelque raison que ce soit, le fait qu'il pense vraiment à la sécurité de son frère, il n'appelle pas la police, ni même ses parents pour leur dire ce qu'il se passe, il est vraiment sur le moment présent à se dire il faut que je protège mon frère et que je protège la maison. Hugo a ensuite attendu derrière la porte à checker ce que faisait l'homme jusqu'à ce qu'il s'en aille. Aujourd'hui, quand il repense à ce qui s'est passé ce soir-là, ça lui donne toujours des frissons. Et depuis ce jour, Hugo se dit que ce soir-là, il aurait pu se passer vraiment beaucoup de choses néfastes s'il n'avait pas réagi à temps. Et depuis ce jour, sa plus grande peur, c'est qu'un inconnu comme cet homme arrive à aller à une porte qui est déverrouillée avant que Hugo, lui, ne se rende compte qu'elle était déverrouillée et puisse assurer sa sécurité. Clairement, Hugo a eu que des bons réflexes parce que quelqu'un de lambda aurait pu aller à la porte, ouvrir la porte naturellement, plutôt que de regarder qui c'était et essayer d'analyser un petit peu la situation. Personnellement, j'ai pas de petit trou sur la porte, donc si on toque à la porte pour voir qui c'est, je suis obligé d'ouvrir. Donc si ça avait été moi dans ce cas-là, bah je serais peut-être pas là pour vous faire des vidéos quoi. Mais bon, j'aurais dû en venir sûrement au pugilat. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Georges. Georges avait 21 ans au moment des faits et il venait d'être policier. Il venait d'être largué par sa copine, du coup un de ses amis lui a conseillé de se mettre sur Tinder pour voilà passer un peu le temps et essayer de se changer les esprits. Sur Tinder, il a matché avec une fille qu'il trouvait plutôt jolie et du coup, à force de parler, ils se sont donné une fois rendez-vous. La fille lui avait proposé d'aller dans un lieu où ils pourraient regarder ensemble les étoiles et du coup elle lui propose que Georges vienne la récupérer chez elle et qu'ensuite ensemble en voiture ils se rendent sur les lieux. Donc la fameuse nuit du date vient, Georges est tout excité, il va chercher son date chez elle, elle aussi semble tout excitée, elle s'est apprêtée, donc tout semble se profiler au mieux. En voiture ils parlent ensemble, il y a un bon feeling et ils arrivent finalement là où ils doivent regarder les étoiles. Ils sont dans la voiture, c'est un terrain un peu vague et à un moment donné Georges remarque quelque chose, des lumières au loin qui arrivent doucement dans sa direction. La voiture qui est arrivée c'est une voiture assez large, une sorte de van qui s'est garée devant David qui l'empêche de partir plus loin. David se dit il est temps de porter mes cacahuètes, il sort de la voiture, il part à la rencontre du conducteur du van et lui demande est-ce que tout va bien. Au volant c'est un homme tout à fait normal, rien d'anormal, il n'était pas creepy ou quoi que ce soit. Et du coup Georges demande à cet homme s'il pouvait reculer un petit peu pour que lui ensuite puisse partir tranquillement. L'homme très poli dit que c'était le propriétaire du terrain. Il dit qu'il ne voulait pas les effrayer, mais en fait, il était juste venu s'assurer que ce n'était pas des chasseurs, parce que parfois des chasseurs venaient sur son terrain pour chasser, et il en avait marre du coup, il voulait juste être sûr que ce n'était pas des intrus indésirables. Georges lui assure qu'ils sont là pour faire un petit date, juste regarder la nature et les étoiles, et du coup, le conducteur du van lui dit « Ok, très bien, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon rendez-vous », et il s'en va. Après ça, Georges remarque que son date, la fille, envoie des SMS en non-stop. Presque une heure plus tard, Georges revoit au loin des lumières, des phares de voiture, qui viennent dans sa direction mais très vite. Georges a le réflexe de démarrer sa voiture et de se mettre dans une position un peu défensive, pas face à la voiture mais un peu de côté pour qu'il puisse partir si jamais il y a un problème. La voiture qui arrivait devant arrivait tellement vite qu'elle s'est arrêtée net devant lui au point qu'elle allait presque toucher sa voiture. Il se rend compte que c'est le même van qu'il y avait une heure auparavant avec le même conducteur au volant et là, chose étrange, la fille qui était avec Georges sort de la voiture et court en direction du van. Georges se dit je me suis fait ken. Je me suis fait prendre dans un traquenard. Il faut savoir que Georges étant nouveau dans le métier de policier, il se sentait un peu invulnérable. Il était jeune et policier, du coup il disait qu'il pouvait tout gérer comme situation. Du coup il sort de sa voiture et demande aux deux individus, le conducteur et la femme, de se mettre au sol. Bien sûr, aucun des deux n'obéit, ce qui ne semble pas anormal, et le conducteur du van sort de sa voiture et fonce
à toute allure sur George. Il arrive à plaquer George au sol et fort heureusement George arrive à le repousser et à se relever. Là il voit la femme qui était avec lui se diriger vers l'arrière du van et sortir une barre en métal. Pire date Tinder ever. Y a pas d'autre mot là. Les filles qui prévoient de faire ça sur votre profil, mettez bien attention, j'ai des copains qui ont des vannes et je vais chercher des barres de fer dans leur coffre. On sait jamais. Comme ça on sait directement à quoi s'attendre. La fille dit qu'ils ont un pistolet pour foutre la pression et elle ordonne à George de lui donner son argent et sa voiture. Et s'il fait ça, il ne sera pas blessé. Honnêtement, moi je trouve que c'est pas le meilleur deal du monde. George se sent invincible et dans sa mentalité où il est policier, il peut tout faire. Du coup, il répond non. Et là, étrangement, la femme commence à pleurer et elle dit qu'elle ne veut pas le blesser. L'homme qui conduisait le van s'est relevé, s'est dirigé vers l'arrière de la voiture et là, George va dire que c'est un policier. Il sort son arme de service et leur oblige une seconde fois à s'allonger sur le sol. Après un moment de choc, parce qu'au début en fait il ne savait pas du tout que George était policier, il s'exécute. George appelle la police, le 911, il donne son nom et son immatriculation, son badge quoi pour l'identifier. Il disait qu'il avait 2 individus dangereux à portée de tir et qu'il avait besoin de renfort. Il a donné à l'officier qu'il avait en ligne les meilleurs conseils pour se rendre là où il était, mais pendant qu'il était au téléphone, les 2 personnes qui étaient allongées sur le sol s'enfuient. Encore une fois, avec sa mentalité de policier invincible, il décide de leur courir après. Il décide de poursuivre l'homme, parce qu'à un moment il se divise, et l'homme lui court dans la forêt. Il la poursuit pendant au moins 30 secondes, jusqu'à ce qu'il entende 3 grands pop. Et il voit des sortes de flashs. En fait, il se faisait tirer dessus. Du coup, George fait totalement demi-tour, il retourne à sa voiture aussi vite que possible et il se casse. George retourne à l'emplacement où il avait récupéré son date au début du rencard, là où il était censé habiter, et les 2 officiers qui sont venus à son aide, c'était son sergent et son officier qui l'avait entraîné. Bien sûr, ils l'ont tanné en lui disant que c'était imbécile d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire courir après les gens comme ça, sans renfort, et ensemble, ensuite, ils reviennent là où tout s'est passé. Le van était toujours là, les autres policiers ont dit à George de se la fermer pour pas qu'il soit repéré, et ils ont commencé à fouiller le van. Dans le van, il y avait de la meth, de la drogue, et du coup, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose d'assez particulier. Ils ont appelé George qui était à l'arrière de la voiture pour qu'il vienne voir ce qu'il y avait dans le van, et il était assez peureux d'aller voir ce qu'il y avait, parce que ses supérieurs, ses collègues avaient le teint très pâle, ils étaient très horrifiés de ce qu'ils avaient trouvé. À l'arrière du van, il y avait du ruban adhésif, plein de couteaux, il y avait des armes, enfin tout un arsenal qui te ferait plutôt peur quand tu vois ce qui s'est passé juste avant. Là les policiers appellent encore du renfort et des inspecteurs pour enquêter sur tout ça. Et aussi ce qui était assez horrifique par rapport au coffre du van, c'est qu'il y avait des traces de sang. Après enquête il s'avérait que ce n'était pas du sang, mais je suppose qu'en tout cas si tu tombes sur tout ça, je pense que t'es pas très serein. Tu te dis que les dates Tinder ça va peut-être terminer rapidement. Du coup cette affaire a été transmise à un autre service qui allait vraiment enquêter de manière approfondie sur ce cas là. Et du coup depuis George n'utilise plus jamais de service en ligne de rencontre. Je pense que ça lui a servi de leçon, clairement. En même temps, c'est assez fou. Déjà, il y a déjà eu des traquenards un peu comme ça, hein, sur des histoires, sur des threads, j'en ai déjà vu, par rapport à des applications de rencontres où en fait les gens, on essaie de les droguer ou des trucs comme ça, mais quelque chose de la sorte où le mec il a carrément un van avec des armes, et attention, c'était pas que des petites armes, il y avait des couteaux, des pistolets, il y avait même un fusil d'assaut. On est aux États-Unis quand même. Donc autant vous dire que ça donne pas très envie de s'inscrire sur Tinder. Après George a eu aussi beaucoup de chance parce que sa mentalité est certes positive, il est dynamique, ça on va pas lui reprocher, mais en tout cas il a failli risquer sa peau quand même. Hein. Malheureusement on ne sait pas si les personnes ont été arrêtées, on suppose que non. Pour le moment, donc, si vous allez aux États-Unis et que vous voyez un van, faites attention à vous. Les amis, maintenant on va se plonger dans le récit de Scott. Il ne se souvient plus quel âge il avait au moment des faits, mais il se souvient juste qu'il était assez petit pour s'asseoir sur le siège bébé des caddies dans les supermarchés. Ça s'est passé dans les années 90, fin 90, début 2000. Du coup, il était en train de faire des courses avec sa mère, sur le siège pour enfants, dans un magasin qui s'appelle Costco. C'est un magasin qui ressemble en fait à un gros entrepôt et en fait on va trouver des produits pas chers parce qu'ils sont vraiment en très grande quantité. Scott nous dit que sa mère avait pour habitude en fait quand elle faisait ses courses de poser son caddie au début de l'allée, faire toute l'allée aller-retour et récupérer son caddie. Donc Scott est tranquillement sur son siège enfant, il joue à la Game Boy Color pour ceux qui connaissent et du coup à un moment la mère pose son caddie dans un coin et elle lui dit qu'elle va aller regarder les fruits et légumes et du coup elle va revenir. Scott lui dit pas de problème parce qu'il trouve pas forcément ça effrayant, il la voit s'il y a besoin donc no souci. Elle est partie depuis quelques minutes, il est absorbé par sa console de jeu et du coup il remarque pas que sa mère revient. Le caddie recommence à bouger et il se dit elle est revenue, cool, elle a été rapide, sauf qu'il se trompait. Cette femme n'était pas sa mère. Au bout de quelques instants, il remarque dans sa vision périphérique des ongles avec du vernis rouge, sauf que sa mère ne met jamais de vernis et c'est ça qui va l'interpeller. Il regarde donc la personne qui pousse le caddie et il voit que c'est une femme un peu plus vieille que sa mère. La femme a les cheveux noirs comme sa mère mais elle n'avait pas la même coiffure, elle avait du rouge à lèvres, les dents jaunes et elle sentait une odeur qu'il ne connaissait pas quand il était petit mais une odeur vraiment qui puait clairement. Il sait que ce n'est pas sa mère, du coup il le dit très fort, il lui dit t'es pas ma mère. Et là elle rigole, elle regarde autour d'elle et elle pousse le caddie encore plus vite.
Là encore plus fort, Scott redit ce n'est pas ma mère. Et là la femme regarde encore autour d'elle et là elle regarde Scott avec des yeux en mode je vais te tuer. Et elle lui dit mon chéri, à quel jeu joues-tu? Je suis ta mère. Il faut savoir que dans le magasin où ils sont, les étagères ne sont pas très grandes, donc tu peux facilement voir les gens autour. Du coup, ce que fait Scott, c'est qu'il cherche sa mère. Il la voit quelques ranges plus loin, au rayon des fruits et légumes, et aussi fort qu'il le peut, il crie maman. Là, la mère entend que son fils l'appelle, du coup elle regarde un peu autour, et la femme qui poussait le caddie, elle pose sa main justement sur la bouche de Scott pour l'empêcher de faire du bruit. Elle regarde un peu autour et elle voit qu'elle est totalement cramée, du coup elle s'enfuit en courant. La mère, elle, arrive justement en courant là où est Scott et elle n'a pas vu la dame. Du coup elle lui pose 1 million de questions, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, comment ça se fait, comment tu t'es retrouvé ici. Elle lui pose 1 million de questions et Scott, lui, totalement traumatisé, commence à pleurer. Il pense qu'en fait sa mère va l'embrouiller parce que le caddie a bougé et elle aurait dit que c'était de sa faute, mais pas du tout, elle le rassure. Scott explique la situation à sa mère, explique qu'une dame a poussé le caddie et que ce n'était pas elle. Du coup ils vont voir les agents de sécurité pour dire ce qui s'est passé et du coup effectivement sur la caméra de sécurité on voit bien la femme qui pousse le caddie et qui s'en va seule, sans essayer de kidnapper un autre enfant. Et du coup, on va dire que l'histoire se termine bien. Scott est rentré chez lui tranquillement, mais après, il se pose actuellement, vu qu'il a grandi, beaucoup de questions. Pourquoi l'avoir choisi lui? Est-ce que cette femme les suivait et qu'elle a profité justement de ce moment d'inattention de la mère pour l'enlever? Qu'est-ce qui se serait passé si la femme avait vraiment réussi à l'enlever? Est-ce qu'elle en aurait fait son fils? Est-ce qu'elle l'aurait vendu? Est-ce qu'elle en aurait fait des choses beaucoup plus malsaines? Est-ce qu'elle l'aurait tué? Ça reste un mystère, et heureusement, on ne veut pas le savoir. Du coup, Scott termine en disant qu'il est content que sa vraie mère l'ait finalement quand même récupérée à temps. Mais je pense pour un parent d'assister à ce genre de choses, ça va être traumatisant parce que tu te dis, t'as l'impression que ton enfant est en sécurité, tu le mets juste à côté pendant 5 minutes et que tu vois ce qui peut se passer. Faut faire vraiment une grave attention à ce genre de choses, faut toujours avoir l'œil attentif sur ce genre de choses. Après, que ce soit avec tes enfants, tes produits de valeur, genre par exemple t'es aux courses, t'as ton caddie, tu mets ton sac dedans ou t'as ton portefeuille et tout, tu le laisses 5 minutes, ça peut suffire à quelqu'un pour le voler. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Bridget. Bridget a vécu en Espagne pendant 6 mois et elle allait rentrer chez elle en Irlande. Du coup, elle a décidé d'organiser un petit dîner avec un ami et elle vivait avec une colocataire qui était un peu plus vieille qu'elle. Et étant plutôt gentille, cette colocataire a dit à Bridget qu'elle allait laisser l'appartement à son ami et elle. Comme ça, il serait tranquille. En plus de ça, la colocataire avait été invitée à un dîner chez des amis, du coup, tout concordait parfaitement. Cette colocataire est donc partie et quelques minutes plus tard, quelqu'un a appuyé sur la sonnette de l'appartement de Bridget. Vous savez, c'était un type d'appartement où à l'entrée on avait tous les habitants de l'immeuble et on pouvait sonner directement chez les gens pour qu'ils ouvrent la porte. Bridget regarde donc sur son petit panneau de contrôle où elle voyait justement via une caméra qui sonnait à la porte. Et c'était une femme dans la vingtaine, la trentaine, elle ne sait pas trop. Dans un premier temps, Bridget pense que c'est une amie de sa colocataire qui était venue pour aller au dîner entre amis avec elle. Du coup, la colocataire de Bridget n'étant pas encore sortie de l'immeuble, Bridget appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte pour que sa colocataire et cette personne se croisent dans le hall d'accueil et ensuite aillent à leur dîner. Rien d'anormal jusque là, me direz-vous. Quand Bridget a déverrouillé la porte, la femme était sur le point de partir et à partir du moment où elle a appuyé, la femme s'est précipitée vers la porte et ensuite Bridget n'a plus prêté attention à ce qui se passait, elle a ouvert la porte et elle est retournée à ce qu'elle faisait. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme elle l'imaginait. Cette femme monte jusqu'à l'étage de Bridget et se rend devant son appartement. La femme sonne à l'appartement, Bridget se demande ce qu'il se passe, elle regarde donc au travers du petit trou sur la porte et elle voit que c'est la même femme qu'en bas qui sonne à l'interphone et au moins en voyant son visage de près, elle sait désormais qu'elle ne connaît effectivement pas cette personne. Là, Bridget commence un petit peu à avoir peur. Elle fait un signe à son ami qui était là d'être totalement silencieux. Il se recule délicatement de la porte pour ne pas être entendu et il change de pièce. Là, Bridget essaie de contacter sa colocataire en l'appelant pour savoir si c'est quelqu'un qu'elle connaît. Pendant ce temps-là, la femme n'arrête pas de sonner à la porte. De temps en temps, Bridget se rend devant la porte pour regarder si la personne est toujours là et elle se dit que c'est définitivement pas quelqu'un que sa colocataire connaît parce que si cette personne-là la connaissait, elle lui enverrait un message, elle essaierait de la contacter et la femme devant la porte, elle n'a jamais sorti une seule fois son téléphone. En plus de ça, ce qui est étrange pour Bridget, c'est que cette femme reste devant la porte à sonner mais elle ne dit rien. Elle ne crie pas un nom. Elle ne dit pas s'il y a quelqu'un qui est dans l'appartement, elle ne fait que sonner à la porte. Ça devient vraiment de plus en plus étrange pour Bridget, du coup elle essaye de faire comme si personne n'était dans l'appartement, sauf que son plan tombe vite à l'eau parce qu'elle est dans l'appartement et il y a des lumières, et du coup on voit un peu les lumières passer sous la porte, donc la femme sait pertinemment qu'en fait il y a bien des gens dans l'appartement. Et c'est là que la femme va dire quelque chose qui va glacer le sang de Bridget, elle va dire « Je sais que tu es là et que tu me regardes ». Même si elle bluffe, si toi tu es dans ton appartement et que tu entends quelqu'un te dire ça et que tu le prends justement comme si on s'adressait personnellement à toi, je pense que ça peut te faire sacrément peur. Bridget se rapproche donc doucement de la porte, regarde de
de nouveau dans le petit trou, et là elle voit que la femme regarde directement Bridget au travers du trou. Et là elle commence à faire quelque chose d'étrange, elle commence à gratter sur la porte. Bridget reste dans sa stratégie et décide de ne montrer aucun signe de vie. Elle fait comme si elle n'était pas là, elle espère que la personne va partir. Et cette personne va effectivement partir. Mais au bout de 40 minutes, au bout de ces 40 minutes, la personne va se diriger vers l'ascenseur dans le couloir et va partir. Bridget va pouvoir regarder justement au travers de son petit panneau de contrôle si la femme part réellement, et effectivement elle voit la femme qui s'en va. Il faut savoir que on a accès à des caméras de surveillance dans le hall d'entrée de l'immeuble où vit Bridget. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de télévisions un peu de surveillance où on voit un peu les alentours de l'immeuble. Du coup, une fois que Bridget est sûre et certaine que la personne est à l'extérieur des parties privées, si on peut dire ça comme ça, de l'appartement, c'est-à-dire après la fameuse porte qu'il faut débloquer. Donc en gros, à partir du moment où elle est sûre que la personne ne pourra pas revenir dans la zone où il y a les appartements, Bridget sort de chez elle et se précipite justement à cet endroit, là où il y a les sortes de télévisions avec les caméras, pour essayer de voir où se rend cette femme. Elle regarde et elle voit que la femme fait le tour de l'immeuble et qu'elle rejoint deux hommes qui attendaient avec des capuches sur la tête. Donc Bridget n'a pas pu voir leur visage. Mais ces hommes n'étaient pas là simplement à attendre pour la femme. Ils avaient des sacs et l'un des deux hommes avait en main ce qui s'apparentait à une grosse batte de baseball. Après cela, Bridget, assez traumatisée, remonte chez elle et du coup pendant le reste de la soirée, elle et son amie sont plutôt restés sur le qui-vive. Les amis, c'est là que ce premier récit se termine. Qui était cette femme? Qui étaient ces deux hommes avec elle? Ça reste un vrai mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs intentions n'étaient sûrement pas bienveillantes envers Bridget. Est-ce qu'ils voulaient l'attaquer? Cambrioler, peut-être se venger personnellement parce que la femme avait l'air de savoir où elle se rendait, donc peut-être qu'il y avait une histoire derrière tout ça qu'on ne connaîtra jamais. Mais en tout cas, bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires, moi je suis toujours friand de lire vos petites théories là-dessus. Les amis, dans cette seconde histoire, on va parler en quelque sorte d'Instagram. Dans cette histoire, on va voir le récit de Sébastien, qui nous parle d'une histoire qui lui est arrivée il y a de ça quelques années. Une de ses amies est une micro-influenceuse sur Instagram, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des millions d'abonnés, mais elle a quand même un certain nombre de followers qui lui permettent d'accéder à des invitations dans certains lieux, avoir des codes promo, recevoir des produits gratuitement. Et du coup, dans cette histoire-là, cette amie a été invitée gratuitement dans un hôtel à Miami. On va appeler cette amie influenceuse Eve. Eva avait reçu une invitation de la part d'un hôtel à Miami pour passer un petit week-end tranquillement chez eux, où tout serait pris en charge par l'hôtel, que ce soit la nourriture ou les petits plaisirs à côté. La seule chose que l'influenceuse devait payer, c'était le billet d'avion. Le billet d'avion allait ensuite être remboursé par l'hôtel, mais c'était elle qui devait le prendre à sa charge dans un premier temps pour que derrière l'hôtel fasse le remboursement. Sébastien nous explique que en fait souvent les hôtels par exemple utilisent ce genre de système pour que l'influenceuse se rende bien à l'hôtel en question pour faire la promotion du lieu et pas juste qu'elle encaisse l'argent pour payer le billet et qu'en fait elle ne se pointe jamais et qu'elle donne plus aucun signe de vie et qu'elle prenne juste de l'argent. L'hôtel a autorisé à Eve d'amener une amie, et je dis bien une amie. Comme ça, Eve et la fameuse amie pourront prendre des photos à l'hôtel, les mettre en avant sur Instagram pour en faire la pub. C'était la première fois que Eve faisait ce genre de choses, du coup elle était assez nerveuse. Elle ne savait pas forcément comment ça marchait. Elle invite Sébastien, et pas une amie, qui est un ami de Eve qui est gay, parce qu'elle se dit que si jamais il y a un problème, la présence d'un homme, ça pourrait fortement l'aider. Ils se disent que de toute manière, ça devrait passer auprès de l'hôtel, parce que lui, il prend en charge son billet d'avion, il respecte totalement le deal. Eve et Sébastien arrivent donc à l'aéroport de Miami. Quelqu'un de l'hôtel est censé avoir envoyé un taxi, un chauffeur en tout cas, pour les emmener ensuite sur place. Et du coup, effectivement, en arrivant, ils tombent sur un homme qui a une sorte de pancarte avec le logo de l'hôtel et le nom de l'influenceuse. Ils ont été bien accueillis et on les a ensuite escortés vers un SUV noir. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à dégénérer. Dès que Eve et Sébastien sont arrivés dans la voiture, le chauffeur avait l'air assez contrarié. Le chauffeur, qui est habillé tout en noir, commence à parler. Dans un premier temps, Sébastien et Eve pensent qu'il parle à la personne qui les a escortés jusqu'à la voiture, mais en fait pas du tout. Le chauffeur parle directement à l'influenceuse. Il parle dans un américain pas très bon. Et en fait, de ce que les deux jeunes gens comprennent, le chauffeur est très contrarié par la présence de Sébastien. Il répète « two girl, two girl, two girl ». Il dit « où est la deuxième fille ?» Là, Sébastien et Eve sont assez confus. La personne qui avait escorté les deux jeunes gens rentre dans la voiture côté passager et il commence à s'embrouiller verbalement avec le chauffeur en portugais. Après cette petite confrontation, l'homme sur le siège passager se retourne vers Eve et Sébastien et demande où est la deuxième fille. Là, Eve, assez agacée par la situation, dit « il n'y a pas d'autre fille, je suis », elle donne son nom d'influenceuse,
c'est moi qui ai été contacté et lui c'est mon ami, il n'y a personne d'autre. Là la personne qui était assise sur le siège passager a l'air très agacée, il sort de la voiture, il ouvre le coffre, il dégage les bagages de Sébastien et de Eve, il retourne dans la voiture et il leur dit clairement de sortir. Après cela, ils s'en vont. Sébastien et Eve sont là, devant l'aéroport, totalement paumés, totalement choqués par ce qui vient de leur arriver. Du coup, Eve prend immédiatement contact avec la personne qui l'a invitée, qui l'avait contactée sous le nom de Mélissa, et malheureusement, aucune réponse de sa part ne leur est venue en aide derrière. Eve et Sébastien se disent qu'ils vont aller directement confronter les personnes à l'hôtel, ils prennent un taxi et ils s'y rendent. Et c'est une fois qu'ils arrivent devant l'hôtel qu'ils vont comprendre plusieurs choses. L'hôtel, qui se trouve à l'adresse qu'on lui avait donnée, est un tout autre hôtel, qui n'a pas du tout le même nom. En fait, clairement, c'est que l'hôtel qui a invité l'influenceuse à venir était un ancien hôtel qui était à cet emplacement, mais cet hôtel avait été racheté par une autre marque d'hôtel, et du coup, ils avaient refait la marque, le logo, ils avaient pris de nouveaux employés, etc. C'est assez étrange quand même comme histoire. Eve et Sébastien rentrent dans l'établissement, ils demandent à voir des responsables, et après avoir parlé avec eux, il se trouve que l'Instagram qui a contacté Eve était effectivement le compte Instagram de l'ancien hôtel, mais pas celui qui est là actuellement. Cet hôtel dans lequel il se trouve actuellement ne les a jamais contactés. Du coup, la question c'est qui a contacté l'influenceuse et pourquoi. En plus, ce qui était assez étrange, c'est que le compte Instagram de l'hôtel qui avait contacté l'influenceuse semblait assez réel. Il y avait beaucoup de followers, à peu près 10 000. Mais c'est vrai qu'après analyse, les photos de l'hôtel semblaient assez vieilles. Par exemple, en arrière-plan, derrière l'hôtel, on pouvait voir un bâtiment en construction qui était là maintenant déjà bien construit. Vous voyez ce genre de détails du temps qui font la différence. Les posts des photos d'ailleurs était assez daté. Et là, l'influenceuse Eve se dit que elle s'est fait totalement avoir et du coup, elle commence à pleurer. Les deux jeunes gens prennent contact avec la police et là, ils décident de mener l'enquête. Ils arrivent à retrouver le détenteur de ce fameux compte Instagram. Et je vais vous expliquer sur quoi les policiers sont tombés. En fait, Eve était la cible d'un grand trafic d'humains. Et précisément un trafic de femmes. Et je pense que quand je vais vous expliquer, vous allez un peu comprendre comment tout s'articule. En fait, c'était un groupe de personnes, pas très nombreux parce qu'ils ont tous été arrêtés par la police, qui contactaient via ce compte Instagram de l'hôtel, qui n'était plus en activité, du coup plus personne s'en servait. Eux avaient réussi à hacker ce compte pour en prendre possession. Et du coup, ils envoyaient justement des invitations à de jeunes influenceuses, mais pas très connues, vraiment des gens qui pouvaient avoir 10 000 abonnés. 5000 abonnés, vraiment des micro-influenceurs, en leur disant votre profil nous intéresse, on voudrait vous inviter dans notre hôtel pour que vous puissiez passer un bon moment. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était que ils leur disaient vous pouvez venir avec une amie, et bien une amie, et justement au moment où ils rentrent dans ce fameux SUV noir, ils étaient à partir de ce moment-là enlevés. On les amenait justement, pas du tout dans un hôtel, mais dans un endroit très peu recommandable, où ensuite elles étaient vendues, mis un peu en esclavage, enfin voilà. Elles rentraient dans ce système de trafic de femmes. Et en fait, la présence de Sébastien, clairement, a empêché le kidnapping de Eve l'influenceuse. Parce qu'en étant un homme, bah forcément, ça cassait le délire des deux filles. C'est pour ça qu'en fait, ils arrêtaient pas de dire où est l'autre fille, où est l'autre fille, où est l'autre fille, parce qu'ils allaient dire Sébastien, toi, prends un taxi et tu nous rejoins. Mais en tout cas, les deux filles, elles restent dans les SUV noirs et puis elles auraient été enlevées devant ses yeux. Mais bon, sachant qu'il n'y avait que Sébastien et Eve, bah Sébastien n'allait pas dire je sors de la voiture, normal, et du coup ça a cassé leur petite manipulation. Sébastien aujourd'hui quand il repense ça lui fait vraiment de gros frissons, parce qu'admettons l'influenceuse se serait rendue au rendez-vous totalement seule, elle se serait fait enlever, avec une amie elle se serait fait enlever, et du coup elle a vraiment échappé de peu à un enlèvement. En tout cas cette histoire elle est assez folle parce que ça peut partir d'une histoire vraiment bateau, tu te dis que t'as invité à un hôtel pour en faire de la pub, et finalement il y a carrément une arnaque, une supercherie qui est mise en place autour justement de ce truc d'hôtel et les femmes finissent derrière kidnappées et mises en place dans un trafic de femmes. C'est totalement dingue, je trouve. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment fou. Tu te dis de voir vraiment jusqu'où les gens sont prêts à aller pour arriver à leur fin super malsaine. Ce troisième récit sera l'histoire de Oliver. Oliver vivait avec son père et sa mère et son père était un retraité de l'armée mais il s'ennuyait beaucoup à rester à la maison. Du coup son père avait décidé de continuer à travailler et il avait trouvé un emploi dans une station-service. Il vivait en famille dans une petite ville, la station-service se trouvait dans cette même petite ville et du coup les propriétaires de cet endroit se fichaient un petit peu si Oliver venait aider de temps en temps son père à la station-service pour vendre des objets, remettre un peu sur les étagères les produits qui manquaient, mais en tout cas il n'avait pas le droit de vendre de cigarettes ou d'alcool. Précisément l'année où se déroulent les faits, c'est en 1990. C'est important. Je vous dis ça comme ça parce que c'est important. Oliver s'en souvient vraiment très bien parce que ces faits se sont déroulés peu de temps après son anniversaire.
Oliver venait d'avoir l'équivalent de son code de la route chez nous, où il pouvait faire de la conduite accompagnée, donc il conduisait de temps en temps avec son père, et du coup il était à la station-service, tranquillement, là où il s'asseyait habituellement, sur une table près de la fenêtre, et il lisait un livre. Il se souvient que quelque chose a attiré son attention, le sortant de sa concentration sur son livre. Il faisait nuit, mais dans la nuit, Oliver remarque une femme qui marche sur le parking en direction de la station-service. C'est assez anodin parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient sur cette station-service à part les gens qui vivent dans la ville à côté. Du coup, une femme qui marche comme ça se remarque. Oliver se dit que cette femme est peut-être tombée en panne un peu plus loin et que du coup elle vient là pour demander de l'aide ou pour essayer de trouver de quoi réparer sa voiture. Mais Oliver se trompe totalement. Elle rentre dans la station-service, elle regarde un peu aux alentours pendant quelques minutes, et Oliver se souvient qu'il a eu une mauvaise impression vis-à-vis de cette femme. Cette femme s'approche de la caisse où se trouve le père d'Oliver, et elle lui raconte qu'en fait, elle a eu une panne un peu plus loin, et du coup, elle a absolument besoin que quelqu'un l'emmène en voiture quelque part. C'est-à-dire quelque part dans une grande ville qui était aux alentours, pour qu'elle puisse derrière appeler des gens ou trouver un moyen de rentrer chez elle. La ville qu'elle cherche à atteindre, c'est la ville d'Ocala. Le père refuse, il dit qu'il est en train de travailler et qu'il ne peut pas laisser le magasin comme ça pour l'emmener quelque part. La femme voit Oliver, elle le regarde, et là, Oliver se sent assez mal à l'aise. Il jette un coup d'œil derrière la femme, là où il y a son père, et son père lui fait un signe de tête, il lui fait un non de la tête. Là, la femme se retourne et demande au père si Oliver, lui, peut emmener cette femme justement jusqu'à Ocala. Le père dit que non, ce n'est également pas possible parce qu'il n'a que la conduite accompagnée, du coup il ne peut pas conduire sans qu'il soit là. De base, Oliver aurait pu le faire parce qu'il a déjà conduit sans son père, faire juste un aller-retour comme ça rapidement, mais là, étrangement, il n'en avait pas du tout l'envie. Oliver ne cherche pas non plus à s'imposer en disant mais si, je vais l'emmener, t'inquiète pas, parce qu'il remarque que son père a un comportement assez étrange. Normalement, il est plutôt gentil, courtois avec les clients, il fait un peu la conversation, et là, justement, son comportement étrange fait que il cherche à rompre la conversation, à faire en sorte que la femme parte le plus vite possible. Oliver sent que son père a un très mauvais pressentiment vis-à-vis de cette femme. Là, la femme, étonnamment, s'énerve et commence à insulter le père d'Oliver comme ça. Au bout de quelques insultes, le père dit que c'en est assez et lui demande de sortir du magasin. La femme s'exécute, elle sort en colère, elle claque la porte en partant et ensuite, Oliver la voit repartir en traversant le parking à pied et repartir dans la pénombre jusqu'à ce qu'il ne la voit plus. Une rencontre avec une cliente énervée parce que tu ne veux pas l'aider, ça peut arriver pour ceux qui travaillent dans la vente ou ceux qui sont en relation avec des personnes, mais ce genre de client ça reste assez particulier, vous allez voir pourquoi. Effectivement, l'histoire ne s'arrête pas ici. Quasiment une année passe, Oliver était tranquillement dans sa chambre, il allait bientôt avoir 16 ans, quand il entend son père l'appeler du salon en disant « Fiston, ramène-toi vite ici, il faut que tu vois ça ». Oliver fonce dans le salon et il voit que son père pointe la télévision. À la télé, il y avait un reportage qui disait qu'une tueuse en série avait été arrêtée et je suppose que maintenant vous vous en doutez, c'était la femme de la station-service. Cette femme s'appelait Eileen Wuornos, autrement appelée la demoiselle de la mort, qui était une tueuse en série qui a tué pas moins de 7 personnes entre 1789 et 1990. Il faut savoir qu'une de ses victimes s'appelait Troy Burress. C'était sa 6e victime qui a été portée disparue le 31 juillet 1990. Et je vous ai donné une ville qui était importante, Ocala. C'est là où il travaillait, il était vendeur de saucisses à Ocala. Et il exécutait son métier quand il avait été vu pour la dernière fois. Dans notre histoire, cette tueuse voulait se rendre à Ocala. Est-ce qu'elle aurait éventuellement tué l'homme la nuit où elle a rencontré Oliver et son père? C'est pas impossible. En tout cas, cette femme a été condamnée à mort, elle est maintenant décédée, mais ça fait quand même quelques sueurs froides quand Oliver se dit qu'il a, lui ou son père, failli faire le chauffeur pour une tueuse en série. Et surtout, il a failli ne pas être que chauffeur, mais aussi victime de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. C'est toujours des histoires assez folles, les rencontres avec des tueurs en série, parce que tu te dis, quand tu les rencontres, tu sais pas s'ils étaient en période de chasse, donc tu aurais pu être une de leurs victimes, ou si pas du tout. En fait, ils ne t'auraient rien fait. Mais là, par rapport aux dates qu'on a dans l'histoire, et à la localisation justement de la tueuse, c'est-à-dire la ville d'Ocala, à côté de la station-service, tu peux dire que typiquement, Oliver ou son père aurait pu être une victime. Clairement. Bon les amis, on va s'arrêter là pour ces 3 histoires. Moi personnellement, la dernière, elle m'a pas mis très bien. Ça, c'est le genre de rencontre vraiment que je ne voudrais jamais expérimenter. Après, des fois, on peut avoir des rencontres avec des clowns flippants, des choses paranormales, vraiment des choses qui peuvent faire froid dans le dos, mais les tueurs en série, ça me fout la chair de poule, clairement.